on part par la première, qui était la diapo clé de l'année dernière. J'étais invité au congrès de pédiatrie, au 6e congrès de la Société antillo-guyanaise de pédiatrie des Antilles. Et ça, c'était un peu, si on peut dire, la slide, un peu l'image clé d'une sorte de modèle moléculaire de pathogénèse, de cancérogénèse que j'avais essayé de synthétiser et qui est à peu près celui-là. Il y a 7 mots-clés qui sont ceux qui changent si on passe de la génétique à l'épigénétique. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui environnement? Environnement, ce n'est pas quelque chose de très général, c'est-à-dire c'est vraiment, il faut donner une valeur technique à certains mots. Environnement, c'est les informations qui viennent de l'extérieur et qui peuvent changer d'une certaine façon la programmation de notre génome. Donc c'est quelque chose de très important. Les autres mots, on va les voir après. On commence par le 7e, qui est le changement, la transition épidémiologique du XXe siècle. C'est-à-dire un changement épidémiologique majeur. On passe d'une prévalence des maladies aiguës dues à des facteurs exogènes, infectieux et parasitaires, à une prévalence de maladies chroniques dues à des facteurs endogènes, immunologiques, neurodégénératives, endocriniens, cardiovasculaires et néoplasiques. C'est-à-dire, c'est un changement épidémiologique dont on a déjà parlé tout à l'heure, qui est vraiment un changement majeur. Il faut partir, je crois, par ça. Il ne faut pas envisager le single problème, il faut voir pourquoi on voit que le diabète, l'obésité et l'autisme, et l'Alzheimer et le cancer sont en train d'augmenter dans tout le nord du monde, c'est-à-dire dans tout le monde maintenant, puisque la mondialisation a changé les choses, c'est-à-dire vraiment dans 20 ans. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer? En plus, on commence à penser que peut-être il y a un mécanisme commun à tout ça, qui est justement un changement de la programmation épigénétique du fœtus, qui est peut-être un facteur commun quand même. On va voir pourquoi dans plusieurs de ces maladies. Alors, maintenant, on peut voir, il y a 10 ans, sur New England Journal of Medicine, il y avait cet article très connu par un immunologiste français qui s'appelle Bach, qui avait montré exactement ce que je suis en train un peu de raconter, c'est-à-dire qu'il y a eu une augmentation simultanée de pathologies chroniques et même de cancer par rapport à la réduction très rapide en 40 ans de toutes les maladies infectieuses. Alors, ce que Bach se demandait, est-ce qu'il y a un lien direct ou indirect entre ces deux phénomènes? Ça, c'est la première question qu'il faut se poser. Il notait qu'il y a un gradient sud-nord, c'est-à-dire que le plus qu'on va vers le nord du monde industrialisé, civilisé, disons, et plus on assiste à... On peut avoir, disons, la perception que la transition épidémiologique est plus avancée. Il montrait aussi cette image en disant que, par exemple, les maladies inflammatoires de l'intestin, l'augmentation de ces maladies concernait le nord, mais comme je disais tout à l'heure, la situation est en train d'évoluer très rapidement. Maintenant, dans le sud du monde, tout ça est en train d'aller encore plus vite. Et ça, il faut commencer vraiment à se poser, mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui est en train de changer? Ça ne peut pas être l'ADN qui change très lentement dans les millions d'années, comme on a dit aujourd'hui. Je crois que sur ça, on est tous d'accord. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est quelque chose de génétique, de épigénétique plutôt, qui peut expliquer ce changement de notre phénotype. Puisque ça, c'est le mot. C'est-à-dire, quand on parle d'obésité, il ne faut pas oublier que l'obésité, c'est le premier changement de notre phénotype, c'est-à-dire le premier changement d'un phénotype d'une espèce. Puisque si en 20 ans, aux États-Unis, on a un tiers des personnes, des habitants des États-Unis qui sont obèses, pathologiquement obèses, c'est le premier changement du phénotype d'une espèce. Donc il ne faut pas
sous-évaluer tout ça. Et je crois qu'aujourd'hui, déjà, quelqu'un des orateurs qui m'ont précédé, Patrick sans doute, a déjà montré une image pareille, c'est-à-dire que si on tâche de comprendre si c'est l'environnement, le style de vie ou l'ADN qui ont un rôle plus important, ça suffit de suivre pour 2 générations les populations qui migrent du sud au nord du monde pour voir qu'ils font dans 20 années les mêmes pathologies du nord, c'est-à-dire du pays disons, où ils sont arrivés. C'est-à-dire, c'est l'environnement, c'est le style de vie, c'est pas l'ADN. Ça, c'est, je crois, assez clair, assez sûr. Si on commence, je crois que c'est utile de commencer par, disons, le cas le plus emblématique, c'est-à-dire la pandémie d'obésité et diabésité, diabesity, c'est la façon de la nommer par les Américains, c'est-à-dire c'est 300 millions d'obèses à peu près aujourd'hui, et 1 milliard d'adultes surpoids dans le monde, mais surtout c'est la vitesse, la rapidité de cette évolution qui frappe. Et d'après moi, ce qui est encore plus important, l'anticipation constante de l'âge d'apparition de ce changement. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut envisager. Je vais vous montrer en vitesse dans ces 6 diapositives, en succession très rapide, la propagation épidémique de cette situation. Vous voyez, aux États-Unis, on passe de 15% à 24% en 15 années, et maintenant, c'est 34%. En 20 ans, on a eu vraiment une épidémie d'obésité. Alors, on ne peut pas penser que c'est McDonald's. Oui, McDonald's, ça ne fait pas du bien, ça c'est sûr. Mais ce n'est pas seulement de pommes frites et de la télévision. La télévision et les pommes frites, ça déclenche quelque chose qui est dans le programme de l'ADN. Ça, c'est peut-être, on commence à penser que ça, c'est possible quand même. Mais disons, si ça c'est le cadre général, chez les enfants, l'augmentation c'est encore plus dramatique. Et la chose qui est intéressante, qui est vraiment utile à envisager, c'est que ça commence dans les années, c'est vers la fin des années 70. Avant, il n'y avait pas de cas d'obésité chez les enfants. Moi, j'étais un pédiatre il y a 20 ans, il y a 30 ans. Je n'ai pas vu un seul cas d'obésité, c'est-à-dire qu'il y avait des cas d'obésité, mais c'était des syndromes. La Prader-Willi, par exemple, c'était un syndrome. Mais il n'y avait pas d'enfants, disons, normands qui étaient obèses. Donc, il y avait des enfants qui mangeaient beaucoup il y a 30 ans. Ils n'étaient pas obèses. Donc, ce n'est pas ça. Alors, finalement, en plus, il ne faut pas sous-évaluer cette association dont on a parlé aujourd'hui aussi, puisque ce n'est pas si clair, ce n'est pas si simple, le lien entre l'augmentation de l'obésité et de la diabète. Puisque le lien entre les 2 maladies, disons, entre ce phénotype métabolique complexe qui est l'obésité et le diabète 2, c'est complexe aussi, puisqu'il y a sans doute, disons, que l'insulinorésistance, la résistance à l'insuline, qui est la caractéristique de la syndrome métabolique et de la diabète 2, c'est dû en partie à l'accumulation de gras dans les cellules, dans les adipocytes, à une inflammation qui est chronique dans le tissu adipeux, mais surtout, de ce je vais essayer de montrer après, les 2 maladies, ce sont la conséquence d'une cause commune. Aujourd'hui, Patrick avait dit qu'il y a des études qui montrent que même dans le cancer de la prostate, des fois, la nutrition a un rôle majeur. Dominique n'était pas tellement d'accord. D'après moi, il faut dire que peut-être, si on parle d'épigénome, il faudrait penser à toutes ces maladies comme aux produits d'une programmation qui commence très tôt. Donc, ce n'est pas vraiment un lien entre les pathologies. Ce n'est pas un lien horizontal. Il y a une sorte de cause qui vient bien avant et qui peut expliquer la programmation de plusieurs tissus. C'est pour ça que même si aujourd'hui je dois parler surtout d'autisme, je dois parler aussi d'obésité, de diabète, de cancer et de tout ça. Puisque la cause
L'épigénome, c'est ça, c'est quelque chose qui est commun au changement de notre phénotype. Alors, la première règle, peut-être on peut dire comme ça, il y a un changement de notre phénotype, qui soit un changement steady, comme on dit, qui reste dans le temps, s'il n'y a pas un changement épigénétique. Le changement de notre phénotype, c'est toujours un changement qui implique un changement de l'épigénome, toujours. Donc, il n'y a aucun changement de phénotype que nous appelons des maladies s'il n'y a pas de changement épigénétique et qui ne soit pas induit par l'environnement. Des fois, on dit que l'environnement, c'est la cause de 20% des maladies. Ça, c'est absolument faux. L'environnement, c'est la cause de 100% des maladies. C'est-à-dire, il n'y a aucune maladie qui ne soit pas environnementale, épigénétique et génétique. Ce n'est pas l'un ou l'autre, si on a compris qu'est-ce que c'est l'épigénome. Donc, à ce point-là, je crois qu'on peut comprendre que si on parle de pandémie d'obésité, quelqu'un commence à parler d'une pandémie d'autisme. C'est pas... je veux dire, la chose la plus importante, c'est d'essayer de comprendre s'il y a des causes communes entre ces phénomènes. Alors, si on voit cette image, on peut voir déjà que la chose qui nous frappe, c'est que le début de l'autisme, de ce qu'on appelle l'augmentation des cas, c'est à peu près, dans les premières années 80, à peu près comme l'obésité. Et la rapidité de son augmentation, c'est à peu près, c'est très intéressant, c'est dans tous les pays, c'est pareil. Donc, c'est pas quelque chose... Quelqu'un a dit peut-être l'augmentation de l'autisme, c'est plutôt lié à un diagnostic de plus en plus précis. Ça, on va voir que ce n'est pas du tout comme ça, puisque de toute façon, on est passé en 30 ans d'un cas d'autisme sur 1200 enfants aux États-Unis, tandis que maintenant, il y a un cas sur 89. Ça, c'est à peu près, je ne comprends pas pourquoi ils disent 89 plutôt que 90, mais de toute façon, c'est effrayant. Et ça ne peut pas être seulement un problème de diagnostic. Ça, ce sont les résultats, c'est les données de CDC, c'est-à-dire des réseaux de surveillance de l'autisme. En 2000-2002, l'estimation des cas d'autisme était d'environ un enfant sur 150 aux États-Unis. 2 ans plus tard, c'était 1 sur 125. En 2006, c'était 1 sur 110. Aujourd'hui, non, 2008, c'était 1 cas sur 88. Vous voyez que ça augmente d'une façon constante. Et on peut dire ce qu'on veut, mais d'après moi, c'est vraiment très grave. Bon, à ce point-là, quand on nous disait que peut-être le diagnostic était de plus en plus précis, alors il faut se rappeler que de ce moment, c'est-à-dire il y a à peu près 20 ans, on a commencé à calculer les diagnostics aux États-Unis. Ce qui est changé, c'est ça. Après, disons, les polémiques sur l'augmentation de l'autisme, on a calculé qu'on est passé du 1992 de 15 580 cas diagnostiqués, c'est-à-dire incidence, à 163 000 par an. Donc, c'est 10 fois en 10 ans. Alors, ceux qui veulent nier l'augmentation, ils peuvent continuer, mais c'est une façon, je ne sais pas comment ça se dit en français, en italien on dit des pompiers. Hein? On dit, c'est des gens qui veulent de toute façon étouffer le feu. Puisqu'il y a du feu là-dedans. Il y a du feu aussi, l'augmentation de l'Alzheimer et des autres pathologies chroniques, c'est pareil. Et surtout, même si je comprends qu'on ne veut pas parler de pandémie de cancer, puisque ça fait peur, mais de toute façon, il ne faut pas oublier qu'une personne sur 2 en Europe fait un cancer. 1 sur 2. C'est-à-dire qu'en Angleterre, en Italie, c'est déjà... On est arrivé à 51%. En Angleterre, on va arriver 2026 ou 27 à avoir le 51%. À ce point-là, on peut dire que c'est normal de faire un cancer. Tandis que les gens qui ne font pas un cancer ne sont pas normaux. Ça, c'est mathématique. Non ? C'est pas, je veux dire, c'est pas nous qu'on exagère. Et ce qui nous frappe quand on parle de ça, c'est que d'habitude, on pense au cancer, c'est pour ça que je regrette que Dominique ne soit pas là, on continue à penser au cancer comme à une maladie génétique. Moi, je pense que c'est aussi une maladie génétique, mais ce n'est pas premièrement une maladie génétique.
puisque les mutations, c'est quelque chose d'important, ça c'est sûr, il ne faut pas le nier. Demain, on va en parler et on va un peu se battre peut-être sur ça. Mais les mutations sont la conséquence d'une instabilité du génome, d'après moi. Et ce qui le démontre, c'est par exemple que l'augmentation dans le pays du sud du monde, ça va encore plus vite que dans le nord du monde, et surtout, ça intéresse les jeunes, pas les vieux. Alors ça veut dire que ce n'est pas une augmentation par accumulation très lente des mutations stochastiques. Ça, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que le changement, si ça intéresse surtout le petit enfant, et ça c'est le plus grand étude, demain je vais vous parler de ça, puisque ça c'est, disons, mon boulot. L'étude le plus importante qu'on a fait en Europe sur le cancer des enfants a montré que l'augmentation, c'est depuis 20 ans, on a une augmentation de à peu près 1,7% par an, mais que l'augmentation est encore pire dans la première année des enfants, c'est-à-dire dans infant cancer. C'est-à-dire les cancers de la première année, ce ne sont pas dus à une exposition de l'enfant. Ce sont dus à une exposition transplacentaire ou transgénérationnelle. Ce sont les gamètes, ou c'est autrement, c'est le fœtus qui est intéressé. Ça, je crois qu'il n'y a pas de doute sur ça. Donc, il ne faut pas parler des mutations stochastiques, on en a marre. Il faut commencer à dire que le cancer, c'est une maladie épigénétique. Il faut, de toute façon, commencer à comprendre cette transition globale, épidémiologique, d'une façon plus complexive, plus complexe et plus unitaire. Bon, mon français n'est pas bien, mais quand je suis fatigué, c'est encore plus difficile. À ce point-là, après avoir un peu essayé d'écrire cette transition épidémiologique, il faut commencer à examiner les 6 mots clés dont j'avais parlé. Le premier, c'est épigénétique. Je crois que, je vais lire puisque c'est plus simple. Épigénétique, c'est un terme qui est devenu à la mode et que d'habitude est interprété comme on dit souvent comme ça, les marques de l'ADN ou des histones ou le changement des networks des microRNAs, des RNA mineurs, qui ne changent pas la séquence de l'ADN. Pourquoi on continue à dire ça? Puisqu'on continue à penser que la séquence de l'ADN, c'est le centre. C'est, disons, la partie la plus importante de notre génome. Tandis que maintenant, il faut commencer à penser d'une façon complètement différente. Étudier l'épigénome, il faudra reconnaître dans l'étude de l'épigénétique l'outil le plus approprié et puissant pour mettre en place un nouveau modèle systémique et moléculaire de génome, compris comme un réseau dynamique et fluide qui peut interagir à l'intérieur de lui-même et avec l'extérieur. C'est-à-dire que l'épigénome, c'est le software du génome, qui est un network moléculaire très complexe, dont l'ADN, c'est une petite partie, et qui n'est pas c'est la partie très importante au point de vue phylogénétique dans les millions d'années, mais c'est assez semblable dans toutes les personnes qui sont dans cette salle. Mais la façon, on l'a déjà dit, où l'ADN est lu, interprété et transcrit, c'est épigénétique, c'est dans l'épigénome. Donc l'épigénome, ça change complètement, disons, l'équilibre. Et ce qui est important, c'est que l'épigénome, donc, c'est le lieu, c'est l'endroit où l'information qui vient de l'extérieur peut interagir avec l'information qui est codée dans l'ADN, et cette interaction qui fait le changement du phénotype. C'est quelque chose de très dynamique qui change complètement les données et qui change surtout, on va en parler demain, qui contredit complètement le dogme central de la biologie moléculaire selon qui l'ADN codifie et tout ça. Il y a ADN, ARN et protéines, une sorte de modèle linéaire, monodirectionné, qui est complètement faux, puisque l'information fait quelque chose de pareil. Alors je vais lire encore une fois. Aujourd'hui, nous savons que le génome est un réseau moléculaire unique, complexe, dynamique, que l'information ne passe pas de façon linéaire et unidirectionnelle de l'ADN à l'ARN et aux protéines, que ça vient de l'environnement et circule dans le système. Il y a un flux d'informations continu dans le génome et entre l'environnement et l'épigénome. La partie la plus importante, c'est celle à côté qui dit que les gènes savent travailler en réseau, mais surtout doivent être
éteint et activé par les informations qui viennent de l'extérieur. Les gènes ne peuvent pas travailler s'ils ne sont pas, disons, induits à travailler d'une façon ou de l'autre par les informations qui viennent de la cellule, de l'organisme et même de l'environnement. Donc le flux de l'information, c'est bidirectionnel et surtout, la direction primaire, c'est de l'environnement vers l'ADN. Ce n'est pas le contraire. Donc ça change complètement. Et le concept le plus important, c'est le concept clé ici, en bas, c'est que ces réseaux dynamiques épigénétiques ont une vie qui leur est propre et suivent des règles qui ne sont pas spécifiées par l'ADN. Donc c'est vraiment une révolution, si on veut. Il faut penser au génome, dans cette image, comme un network moléculaire qui interagit à son intérieur et qui est induit à travailler d'une façon différente par l'environnement. À ce point-là, on peut décider finalement de donner une définition d'environnement complètement différente de celle habituelle. L'environnement aussi, c'est un flux continu d'informations qui arrive sur les cellules, qui arrive à toucher les récepteurs et puis toute la chaîne des protéines signaux jusqu'au génome, à l'épigénome, et qui force l'épigénome à s'adapter. Donc c'est quelque chose... Alors, s'il y a l'hormone qui arrive, ok, mais s'il y a le perturbateur endocrinien, toute la chaîne des signaux change et la façon où le génome doit travailler change complètement. Si ça c'est vrai chez les adultes, et ça peut induire des symptômes, des maladies, ça c'est encore plus important dans la période de la différenciation cellulaire, donc dans l'ontogénèse. Puisque dans ce cas-là, au lieu d'être des hormones disons que les hormones, au lieu d'être que des molécules signaux dans le système endocrinien, ce sont les morphogènes. Ce sont des molécules signaux qui décident l'ontogénèse. Donc, c'est quelque chose de bien différent. Alors, à ce point-là, pourquoi on parle de toxic chemical burden? Pourquoi les Américains disent qu'il y a un burden, une charge, oui, quelque chose de pareil, qui arrive, une charge, oui, j'ai traduit avec Google. Donc, c'est pas parfait peut-être. Bon, un toxic burden qui vient directement de la génération précédente, c'est-à-dire par nos mères. Et dans ce cas-là, si on parle de polluants, il faut penser à l'écosphère comme à une sorte d'écosphère où on a une amplification, une bioaccumulation, on a dit ce matin, de tous ces facteurs qui sont le métaux lourd, qui sont les perturbateurs endocriniens, les xénobiotes et tout ça, qui vont se cumuler dans les chaînes alimentaires, mais surtout qui vont se fixer dans les tissus des femmes. Et par exemple, si le plomb rentre dans une femme, il va rester fixé dans les os et dans le tissu adipeux par des dizaines d'années. Et comme on a dit ce matin, Dominique avait dit, pour se libérer, la maman n'a qu'à faire un enfant. C'est vrai. Puisque en partie, ces toxines peuvent se passer des tissus de la maman au fœtus, au lait et tout ça. Donc ça, on le sait. On sait déjà, depuis des années, on connaît les conséquences de certains de ces polluants, comme les pesticides. Ici, vous connaissez bien. Il faut voir si on n'a pas d'autres, disons, polluants mineurs, si on peut dire ça. Ce n'est pas tellement mineur, puisque si on pense que 4 milliards de personnes aujourd'hui sont exposées au champ électromagnétique directement par la téléphonie mobile, ce n'est pas exactement ce qu'on appelle un toxique mineur. C'est un polluant majeur pour le nombre de gens intéressés et surtout par les mécanismes. Demain, je vais montrer le mécanisme le plus important, c'est-à-dire la façon où des radiofréquences peuvent interférer sur le génome directement. Mais aujourd'hui, ça suffit, c'est un journal de Nature, ce n'est pas un journal quelconque qui nous rappelle que les différentes fréquences de la téléphonie mobile peuvent interagir sur les enfants, sur le fœtus, en changeant la synaptogénèse pour la vie. C'est-à-dire qu'il active les synapses glutamatergiques, on dit, je ne sais pas. Bon. Ouais, c'est ça. Chez le fœtus, c'est pour toute sa vie.
Alors, vous comprenez qu'une exposition de quelques 20 minutes par jour, ça change potentiellement, ça peut interférer avec la synaptogénèse de l'enfant pour toute sa vie. Donc, ce n'est pas exactement ce qu'on appelle une interférence mineure. Bon, à ce point-là, il y a à peu près, je crois, 7 ans, puisque c'était justement le 7 novembre voilà, du 2006, que Landrigan et Grandjean, c'est-à-dire un pédiatre et un épidémiologiste, ont publié cette alarme sur Lancet qui disait exactement on est en train de, d'envisager une sorte de pandémie silencieuse d'augmentation de maladies de neurodéveloppement qui est due, d'après nous, à une augmentation dans toutes les chaînes alimentaires et malheureusement dans le sang cordonal des dizaines, peut-être des centaines de molécules toxiques, neurotoxiques. Le problème, c'est, il disait, que nous, on n'a pas l'argent pour étudier tout ça, puisque personne n'est intéressé à étudier ça, puisque ça coûte très cher, comme Patrick disait ce matin. Pour doser une dioxine en Italie, ce n'est pas en France, mais je crois que c'est à peu près 700 € pour donner de la dioxine dans le lait, par exemple. Donc, vous comprenez que, disons, Big Pharma n'est pas tellement intéressé à faire ce genre d'études. Donc, c'est très difficile de prouver. Mais tous ceux qui ont cherché les molécules toxiques dans le cordon ombilical, ils en ont trouvé dans 99,9 périodes des femmes. Ça, c'est la réalité. Donc, à ce point-là, on peut parler d'une exposition globale, universelle presque. Donc, ce qu'ils disent, c'est absolument vrai. Bon, si tout ça est déjà important, je disais tout à l'heure, c'est surtout chez les petits, chez le fœtus qui est plus important. Le troisième mot-clé, c'est fetal programming. Fetal programming, la programmation fœtale, ce n'est pas un terme, disons, générique, on dit, pour dire le fœtus se programme dans l'utérus, c'est-à-dire qu'il doit, disons, traduire son ADN pour construire son programme, son phénotype. Ce n'est pas ça. Le fetal programming, c'est un terme technique qui renvoie à la capacité et en même temps à la nécessité pour les cellules du fœtus de définir leur programme épigénétique adaptatif et prédictif. Je crois que ça, c'est le mot le plus important. Aujourd'hui, on n'en a pas parlé tellement. On a vu que le fœtus a la capacité de se programmer l'épigénome par rapport aux informations qui lui arrivent d'une façon prédictive. Donc, il y a, disons, la capacité et la nécessité de se programmer. Ça, c'est très important, puisqu'on a parlé de la Dutch famine, de la faim en Hollande. Mais ce qui a été vraiment très important dans ces cas-là, c'est le mismatch entre l'information que le fœtus avait reçue quand il était dans le ventre de la maman et les informations qu'il a eues tout de suite après. Je vais montrer ça, puisque ça, c'est très important. La programmation, on a déjà parlé des windows of exposure, c'est-à-dire des moments les plus sensibles, surtout pour le système nerveux central. Et ça, c'est peut-être, disons, l'image la plus importante de ce talk, de cette discussion, puisque la programmation épigénique s'est produite dans les 9 mois de l'ontogénèse, et c'est ce qu'on appelle la différenciation cellulaire, ce qui fait que nous, on est des clones cellulaires qui dérivent toutes ces cellules qui nous composent, 200 types de cellules différentes qui dérivent d'un zygote, qui ont le même ADN, on a dit aujourd'hui justement, mais qui ont un épigénome différent. Et si on arrive à avoir 2 cellules qui sont si différentes que ça, c'est un lymphocyte et un neurone, vous voyez, qui sont complètement différents point de vue morphofonctionnel, mais ce qui a changé, c'est-à-dire le phénotype de ces 2 cellules, ce sont les informations qui sont arrivées aux cellules différentes. L'une a eu un certain parcours, c'est-à-dire le lymphocyte est passé par le thyme. On dit thyme? Non, comment on dit? La glande, le thymus, c'est ça? Par le thymus, et il a dû, disons, utiliser certains gènes plutôt que d'autres
pour former les anticorps et tout ça. Et son phénotype était très simple, disons, apparemment. Mais le neuron qui a le même ADN et qui utilise d'autres gènes, c'est puisqu'il était dans une position différente dans le fœtus qui était en train de se développer. Donc, il recevait des informations différentes et il se programmait de conséquences. Ce qui a fait que son phénotype était complètement différent. Ce qui vaut pour les cellules, ça vaut pour tout notre organisme. Ça, c'est la puissance du software. Ce qui change, l'ADN, c'est absolument le même dans les deux cas, mais l'ADN activé par un programme qui n'est pas dans l'ADN seulement, mais qui est épigénotype, c'est-à-dire qui est sur l'ADN, autour de l'ADN, et qui a un rapport aux informations qui viennent de l'extérieur. Ça, c'est changer complètement notre façon de considérer l'ADN et tout ça. Donc, à ce point-là, le quatrième mot clé, c'est plasticité développementale, developmental plasticity. C'est un mot qui vient de la biologie évolutionniste, c'est-à-dire que nous, on a, disons, dans l'ADN, des millions, on peut dire des milliards de phénotypes possibles. Et si à un certain moment de notre vie, on est devenu ça, avec ce phénotype, c'est par rapport aux informations qui ont tiré de mon ADN ce phénotype. Donc l'environnement agit jour par jour, minute par minute, pour sortir de mon programme potentiel mon phénotype. C'est l'information qui vient de l'extérieur, qui a la même valeur de l'information qui est codée pendant des millions d'années dans notre ADN. Alors, si ces 4 primates sont presque pareils, on peut dire qu'il n'y a pas de grande différence entre eux, point de vue phénotype, je veux dire pas point de vue spirituel, puisque j'ai des doutes sur la 4e surtout. Je me suis perdu. Bon, c'est pas moi qui ai décidé, hein, c'est le Sanger Institute. Je l'ai dit, puisque je l'ai montré l'année dernière. C'est pas, je ne vais pas parler du 4e primate d'une façon critique. C'est vrai, ils sont très semblables. Et surtout, si on voit dans, disons, vous savez, la phylogénétique, c'est une sorte d'arbre, on voit que ce qui est intéressant, c'est que les différences se sont produites, les différences majeures dans ces primates, et surtout chez l'homme, se sont produites dans les dernières 2% de ces 6 millions d'années qui ont différencié le chimpanzé et l'homme. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, quelqu'un avait demandé, avait posé une question très précise et très difficile, à dire qu'est-ce qu'on peut dire que l'épigénétique, c'est aussi la culture? Alors, d'après moi, oui. C'est-à-dire que ça dépend de ce qu'on entend, mais je crois que ce qui fait la différence entre un primate et l'autre, pas ces 4-là, mais d'habitude, entre un homme et les autres primates, c'est, on peut dire, l'épigénome, c'est-à-dire le câblage. On va montrer ça, c'est-à-dire il y a 2 sortes de câblage dans notre cerveau, et ça déjà nous rapproche un peu au problème de l'autisme. Il y a 2 sortes de câblage. Un câblage ancestral qui est commun aux primates, et il y a un câblage personnel qui s'appelle connectome et qui est individuel. Le premier, c'est le produit de la phylogénèse, le deuxième, c'est le produit de l'ontogénèse. Donc c'est quelque chose d'épigénétique, pas de génétique. Ça, c'est la différence, d'après moi. Donc, à ce point-là, le 6e mot, je disais, dans le schéma, c'était le mot mismatch. C'est pas facile de traduire. Pour moi, c'est impossible. Il faut un français qui traduise mismatch. C'est pas, vraiment, je ne sais pas la traduire en français. Comment ça se dit? Ce sont 2 choses qui ne sont plus... C'est-à-dire, comme ça... Désappariement. Voilà. Non, c'est comment? Désappariement. Alors, c'est ça. Le mot-clé en épigénétique, dans la programmation fœtale, c'est mismatch. Qu'est-ce que c'est exactement le mismatch? On a parlé de la Dutch famine aujourd'hui, de la femme en Hollande, 1944. Vous savez un peu l'histoire, on en a déjà parlé. Mais ce qui est très important, c'est qu'il y a une différence entre les enfants qui sont nés en Hollande et les enfants qui sont nés en Russie, dans la même période. Puisque les premiers, ils étaient programmés pour une situation carentielle, et à 40 ans, ils ont eu obésité, diabète, etc., puisque après la guerre, tout de suite après la guerre, sont arrivés les Américains, ils ont commencé à bouffer normalement. Donc, il était mismatched.
Il était, disons, programmé d'une façon pas correcte pour les informations qui sont arrivées après la naissance. Tandis que les enfants russes, ils ont continué à faire la faim. Donc, ça a été de la chance. C'est bizarre l'histoire, mais c'est comme ça. Alors, à un certain moment, maintenant, on a commencé à comprendre que ça, c'est déjà, on en parle demain, il faut parler de l'épigénétique de l'obésité. On a compris qu'encore une fois, la programmation fœtale et le mismatch, c'est la base d'un phénotype complexe qu'on appelle le phénotype obèse et le phénotype diabétique. C'est un phénotype métabolique qui change. C'est un phénotype inflammatoire. Ce n'est pas seulement une question de graisse qui se accumule dans leurs tissus. C'est quelque chose de bien plus complexe. Et il ne faut pas oublier qu'après 40 ans, dans ces pays-là, aux Pays-Bas, on a eu une augmentation chez les enfants de pathologies, par exemple, du système nerveux central, avec le même mécanisme. Ils étaient programmés d'une façon pas correcte et surtout, il y a eu le stress maternel qui était très fort. Et de ça, je ne vais pas parler puisque vous avez entendu beaucoup dans l'après-midi sur le stress maternel. Je vais très vite. Mais je vous conseille de voir ce site. J'ai marqué le nom du site, puisque ça, c'est vraiment un site qui est très intéressant, d'après moi, pour comprendre ce qui se passe dans le stress maternel et fœtal. Les effets d'un stress maternel prolongé. Des simples caresses auraient-elles aussi le pouvoir d'influencer l'épigénome pour la vie? Ça paraît un peu bizarre, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'on a vu que si les petits rats ne sont pas léchés par le rat, la maman, comment on dit? La rate? On dit la rate? La rate, c'est pas la... Non. Ok. Alors, la rate, la maman des rats. Bon, alors, si la maman a donné de l'amour, a léché les petits rats, alors ils vont être, pour toute leur vie, disons, des rats assez sereins et tranquilles et tout ça, pas anxieux. Mais ce qu'on voit dans ce site, c'est pour ça que je vous dis que c'est intéressant, c'est que le petit rat va être stressé pour la vie. On le sait, puisqu'il y a un gène surtout, vous avez déjà entendu très bien tout ça, qui est marqué d'une certaine façon, qui est trop méthylé, qui n'est pas exprimé, puisque la maman n'a pas été assez tendre. Même si c'est bizarre, c'est très simple. Et tandis que si vous allez sur le site, vous pouvez utiliser le mouse. Le mouse, c'est justement c'est le petit... Comment ça s'appelle? C'est la petite souris, non? Le mice, c'est pas ça? C'est le mouse, oui. Alors, si vous utilisez le mouse bien, c'est-à-dire vous donner des bisous au petit rat, le petit rat va perdre ses groupes méthyl, il va se libérer. Alors, vous voyez dans le site, en direct, l'effet de l'amour du maman sur les rats. Alors, c'est ça. C'est très simple. Et ce qu'on a vu, c'est que, je vais vite, puisque je dis, on en a parlé beaucoup cet après-midi, on a vu que dans cette période, l'amour maternel peut ouvrir, c'est-à-dire libérer de ses marques épigénétiques plusieurs gènes dans plusieurs tissus. Donc, c'est absolument un des facteurs les plus importants. Ce qui s'était passé aux Pays-Bas en 1944, c'était pas seulement la famine, mais c'était le stress. Puisque je crois que les mamans aux Pays-Bas en 1944, elles étaient plus stressées qu'aujourd'hui, même si aujourd'hui, je crois qu'on se rapproche. Bon, alors finalement, le résultat, c'est pas seulement des maladies, disons, chroniques qu'on en avait trouvées, mais on a vu que même le cancer peut augmenter, et on a vu surtout qu'il n'y a pas seulement des mécanismes de changement épigénétique dans ce cas-là, mais même génétique. C'est-à-dire que même la partie, vous avez, extrême de l'ADN, les télomères, peuvent s'affaiblir dans des cas de stress maternel. Donc, pour toute la vie, on est conditionné par cette période de notre vie. Alors, à ce point-là, il faut commencer à considérer tout ça en disant que peut-être les principaux différences phénotypiques et comportementaux entre Homo sapiens et les autres 4 primates qu'on a vus dans la photo, les autres 3, ont des origines épigénétiques plutôt que génétiques. Je vois que sur épigénétique, j'ai mis à peu près 4 accents. C'est un peu exagéré quand même.
Oui, c'est-à-dire que les variations de notre phénotype, à la fois les variations physiologiques et pathologiques, ont leur première origine dans la programmation fœtale et sont induites par l'environnement et modulées par l'épigénome. Finalement, on peut parler du cerveau. On n'est pas fatigué ici? À peu près. Bon, je vous remercie puisque moi je suis fatigué. Alors, à ces points-là, on peut finalement, je disais, parler de notre cerveau comme il s'est produit. Ça ne nous intéresse pas tellement le hardware. Ma position, je vous explique, c'est très difficile, puisque si je tourne comme ça, je n'arrive pas à lire. Et si je lis ça, j'ai la lumière qui arrive, qui est vraiment... Non, mais ça va, je plaisante. C'est pour faire un peu de... Alors, je disais, ce n'est pas tellement important l'hardware. On avait dit tout à l'heure, l'autisme, c'est une maladie du câblage individuel, donc du software. On va le démontrer maintenant. Qu'est-ce que ça change? Ça, c'est vraiment, d'après moi, très important. L'autisme, ce n'est pas une maladie du cerveau, c'est-à-dire du hardware, de la structure. C'est du software, c'est-à-dire de synapses. On peut le montrer, on peut le démontrer d'après moi. C'est bizarre, moi j'ai essayé de voir comment on peut traduire le mot brain and mind. En Italie, c'est pareil. Il y a le cerveau d'un côté, il y a la mente qui c'est mind. Mais en français, c'est l'esprit. Et l'esprit, chez nous, c'est quelque chose de complètement différent, et chez les Anglais aussi. En français, c'est difficile. Alors, Patrick disait hier, peut-être c'est le mental, c'est pas... Mais il n'y a pas le mot mind, exactement. On ne peut pas traduire facilement en français. Tandis qu'en anglais, c'est très clair. Il y a le cerveau d'un côté, il y a cet aspect un peu plus métaphysique qui est mind. Et c'est très difficile à traduire. Mais d'après moi, c'est très important. Pourquoi c'est très important? Puisque... Et ça revient au problème de l'information qui vient de l'extérieur. En évolution aussi, il faudrait considérer le cerveau comme le produit d'une information qui a changé notre cerveau d'une façon bizarre. Vous voyez, par exemple, à côté de notre cerveau, qui est notre cerveau, c'est celui-là, il y a le cerveau d'un dauphin. Un dauphin a un cerveau d'à peu près de 1000 grammes ou quelque chose de pareil. Les mesures ne sont pas très importantes, même si on pensait que c'était très important. Après, on a vu le cerveau d'Anatole France, qui quand même c'était un Nobel, et c'était très très petit. Et on a vu des cerveaux des idiots, de certains idiots qui étaient des éléphants, point de vue physique, et qui avaient un grand cerveau. Donc on a compris que ce n'était pas exactement un problème de quantité. Alors je disais que le problème c'est de distinguer entre le câblage ancestral et le câblage individuel. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est-à-dire que le câblage ancestral, c'est un peu comme l'homunculus de Penfield, vous vous rappelez, on l'a étudié à l'anatomie. Et d'habitude, dans notre façon de concevoir l'évolution d'une façon sélective, on ne comprend pas très bien comment ça se fait qu'on a une sorte de cerveau qui est la projection de notre corps, c'est-à-dire de notre perception sensorielle qui a une sorte de photo. Je ne peux pas en parler longtemps, mais je crois que c'est vraiment très important, ce sera très important, et Dominique n'est pas là, et je regrette, puisque ça fait 10 ans que je lui dis il faut reprendre la marque, puisque vous êtes français, et c'est à vous de reprendre, puisque Darwin a gagné, et nous, quand on va dans les conférences, dans les congrès internationaux, on est contraint à parler anglais, et à dire que Darwin, c'était celui qui avait compris l'évolution, ce n'est pas vrai, puisque Lamarck avait bien compris l'évolution, bien avant Darwin, et mieux que Darwin. C'est-à-dire que c'est un modèle qui est instructif et qui n'est pas sélectif seulement. Tandis que Darwin a choisi, d'une façon très simple, que la natural selection, non? La sélection naturelle, c'est la force principale pour changer, pour modeler les êtres. C'est pas possible, puisque c'est pas possible que dans des millions d'années, notre cerveau se modélait d'une certaine façon avec cet homunculus de Penfield, s'il n'y a pas eu une façon instructive de le modeler. Et la même chose, c'est dans le chromosome 6. Ah bon, celui-là, c'est toujours un peu l'exemple qui nous désoriente un peu.
Mais, je veux dire, si vous allez voir dans le chromosome 6, vous savez qu'il y a le Major Histocompatibility Complex, non? C'est le complexe d'histocompatibilité qui est très clairement le produit des informations qui sont arrivées pendant des millions d'années. Donc, il faut penser d'une façon différente. Notre cerveau s'est construit, le software, par les informations qui sont arrivées pendant des millions d'années. Et ce qui se produit dans 9 mois, c'est le software du cerveau, c'est-à-dire c'est le câblage individuel. Dans l'ontogénèse, des milliards d'arborescences dendritiques se forment pour communiquer entre elles, les neurones, etc., et en réponse à des informations provenant de l'environnement et du reste du réseau en cours de construction. Voilà. Alors, oui, ça c'est le chromosome, mais je ne vais pas exagérer. Alors, dans les premières périodes de la vie, il y a des moments de sensibilité qui sont les premiers mois, mais tandis que pour les autres tissus et les autres organes, ce n'est pas seulement la période de l'embryogenèse, ce sont les premières 2 années de vie qui sont les plus importantes, puisque la synaptogénèse et la myélinisation et tous les changements les plus importants dans la construction du connectome, ça arrive dans le premier an et demi de vie. C'est pour ça que les maladies du software se manifestent d'habitude à 1 an et demi, 2 ans. Il y a une période de latence qui est la période où ça se forme, le software. Et à ce point-là, on peut comprendre pourquoi les interférences qui arrivent dans les premières périodes de la vie, quand les neurones migrent pour former le cortex, sont très importants pour les maladies les plus graves, mais le connectome, les dérangements du connectome sont surtout le produit des changements, disons, du software. Bon, alors, si on a compris que le cerveau a 2 niveaux, un connectome qui se forme dans les premières 2 années, et une partie, disons, câblée d'une façon ancestrale. Par exemple, vous savez, mais je ne peux pas, parler trop de ça, mais c'est très intéressant. Il y a des langages parmi des espèces d'oiseaux qui sont différents que chez des autres. Donc, le câblage ancestral existe. Et aujourd'hui, la demande du monsieur qui se demandait si c'était seulement épigénome. C'est épigénome, ce qui est le software. Mais il y a une partie de l'hardware qui est une sorte de connectome d'espèces aussi. C'est-à-dire que nous, le fœtus de l'homme, reconnaît seulement les inputs qui lui arrivent, qui sont les inputs de son espèce. Et pour les oiseaux et pour les autres, c'est pareil. Un oiseau ne peut pas apprendre un chant d'un autre type d'oiseau. Donc, vous comprenez, le câblage, c'est quelque chose de très important. Alors, en fait, les modifications de génome sont incessantes. Alors, pourquoi je dis ça? Puisque dans la slide précédente, ce type avait dit la chose la plus importante, c'est le connectome. Nous ne sommes pas un génome, nous sommes surtout un connectome, puisque le génome reste toute notre vie à peu près le même, tandis que le connectome, ça change toute la vie. C'est pas vrai. C'est-à-dire, c'est vrai en partie. Mais ce que nous savons maintenant, c'est que le génome, ça change toute notre vie aussi. Ça, c'est un article qui est sorti il y a 2 ou 3 ans sur Scientific American, c'est Science, non, c'est Science, je crois, en français, et qui est très intéressant puisqu'il nous raconte l'histoire de ces chercheurs qui ont vu que dans notre cerveau, il y a la moitié de notre génome qui est formé, comme on a dit aujourd'hui, des rétrotransposons, c'est-à-dire des séquences mobiles. Et on a vu que dans le cerveau, les séquences mobiles, ça bouge continuellement, beaucoup plus que dans les autres tissus. Donc, ce qu'il faut maintenant penser, c'est que ce n'est pas seulement l'épigénome qui change continuellement, mais le génome même, ça change continuellement. Il y a une partie des séquences mobiles qui s'appelle L1, par exemple, qui peuvent changer de place souvent, surtout dans les situations de stress. Donc, l'épigénome, ça change, le génome, ça change. Et avec ça, on peut comprendre que ce sont finalement des maladies, disons, ou des dérèglements de notre génome et de notre épigénome dans les premiers mois de la vie. L'autisme, et les troubles du spectre autistique sont des troubles du développement des connexions neuronales
et comme nous le verrons, de la synaptogénèse. C'est-à-dire de la façon où le cerveau traite l'information. Si on voit un cerveau d'un enfant qui a un autisme grave, par exemple le Rett, on voit que ce qui manque, c'est les synapses. C'est très pauvre. Dans l'autisme, c'est assez pauvre par rapport à un cerveau d'un enfant normal. Ça, c'est malheureusement des autopsies. Alors, ce qu'on a vu finalement, d'habitude, si vous voyez, disons, la grande partie des livres nous disent que l'autisme, c'est une maladie génétique. On dit comme ça d'habitude, non? On dit qu'il y a une fréquence majeure dans les familles. Ça, c'est vrai, mais ça dépend qu'est-ce que ça veut dire génétique, et ça dépend qu'est-ce que ça veut dire, disons, hérédité. Puisque c'est une maladie génétique, mais il faudrait dire épigénétique, et avec des copy number variations, c'est-à-dire des variations de nombre de certaines séquences qui sont encore une fois des séquences réactives dans notre ADN, des mutations réactives. On ne les trouve pas chez nos parents, chez les parents des enfants qui sont autistiques, on le trouve dans le sperme du père de l'enfant qui a l'autisme. Donc, c'est vrai que c'est génétique, mais ce n'est pas vrai que c'est génétique dans la vieille façon de considérer génétique, c'est-à-dire héréditaire, mendélien. C'est génétique, mais c'est transgénérationnel potentiellement, et c'est plutôt des mutations de novo qui se manifestent dans l'autisme. Dans ce cas-là, donc, on peut commencer à penser d'une façon différente. La psychiatrie génétique continue à chercher les gènes. Il trouve des fois quelques gènes associés dans 1%, 2%, mais ça, ce serait beaucoup plus important de voir que la grande partie des études maintenant trouvent les copy number variations, c'est-à-dire des gènes ou des séquences du génome que d'habitude ne sont pas codifiantes, mais une partie, ce sont aussi des gènes qui sont ou doublés ou changés point de vue de nombre. Des fois, il y a une délétion, des fois, il y a une duplication. Et d'habitude, chez les animaux, c'est un produit du stress, ça aussi. Donc, on peut dire que c'est une maladie génétique, mais pas dans le cas habituel, dans la façon habituelle. Les mêmes copy number variations, ou de toute façon, il y a un certain nombre de copy number variations, on les trouve, les pareils, on les trouve dans l'autisme, dans la schizophrénie et dans certaines études aussi dans la dépression majeure. Et à ce point-là, je crois que ce serait important, on a parlé cet après-midi de ça, de comprendre pourquoi plusieurs de ces copy number variations intéressent des gènes qui sont des gènes imprintés, c'est-à-dire des gènes qui sont passés, qui sont exprimés seulement s'ils arrivent de la maman ou du père. Et d'après moi, on peut commencer à y penser, c'est-à-dire que les gènes imprintés, ce sont à peu près 200 dans notre génome, et ce sont des gènes qui sont liés à un contrôle de la façon où le cerveau change dans le temps chez le fœtus. Et c'est une façon, disons, de contrôler la croissance du cerveau. Et c'est un problème évolutif d'une certaine façon, puisque notre cerveau s'est développé d'une façon excessive, et autrement, la tête ne pouvait pas passer, disons, à la naissance. Bon, ok. De toute façon, ces copy number variations, je vais aller un peu plus vite, puisque je crois qu'on n'a pas besoin. Alors, dans le syndrome de Rett, d'habitude, on dit, oui, mais dans le cas d'autisme le plus grave, la Rett syndrome, l'X fragile et des autres, les plus graves, il y a des mutations qui sont donc des maladies génétiques. Ce n'est pas tout à fait comme ça. C'est-à-dire, c'est vrai, mais dans la Rett syndrome, le gène, on en a parlé beaucoup, donc je vais aller très vite, c'est le MECP2, c'est un gène, un cofacteur de transcription, qui va marquer les gènes sur les promoteurs de certains gènes et qui bloque la transcription. Donc, c'est un gène qui a une fonction dans l'épigénétique surtout. Donc, même les mutations de ces gènes changent la façon où le tissu se développe dans le temps. Et même dans l'X fragile, on dit X fragile en français? Dans l'X fragile, on a, c'est vrai, un certain gène qui s'appelle FMR1,
qui est changé, qui est muté, mais la symptomatologie est grave en proportion aux méthylations du gène muté. C'est-à-dire, c'est le nombre de méthylations ce qui fait la gravité du tableau. Donc, même dans les cas où il y a une mutation génétique, c'est l'épimutation qui gagne. C'est l'épigénétique qui fait la gravité du cadre clinique. Donc, dans ce cas-là aussi, la gravité de la maladie est directement corrélée à la mesure des méthylations dans la région 5 du gène FMR1. Et sur ça, vous savez déjà tout, puisqu'on en a parlé assez... on a parlé au fond. Mais pourquoi, dans ce cas-là aussi, dans le Rett syndrome, il faut attendre 1 an et demi ou 2 ans pour que vous savez très bien que le Rett syndrome, c'est un autisme très grave, mais d'habitude, les enfants, dans les premiers mois, ce sont des enfants normaux. Pourquoi? Puisqu'on a vu que le gène, on dit, comment, j'ai entendu en français, MECP2, comment on dit? MECP2. Bon, ce gène-là est très important dans la synaptogénèse, mais ça se produit seulement, vous voyez, très lentement. Pas chez les fœtus, mais surtout ça s'exprime après 1 an, après 1 an et demi, dans la, disons, stabilisation des synapses. Donc c'est pour ça que ça se manifeste d'habitude plus tard que de ce qu'on pensait. À ce point-là, il faut vraiment un changement de perspective. Au lieu de chercher dans l'ADN des causes prédisposantes des mutations et des polymorphismes, il faudra chercher les marques épigénétiques et les modifications génétiques actives, réactives et défensives. Ça change complètement, mais ça change dans le même sens, on va le voir demain, dans le cancer. Au lieu de penser au cancer comme le produit d'une prédisposition génétique qui est important, et de l'environnement qui peut la déceler, c'est bien plus complexe que ça. Il y a une partie génétique des prédispositions qui est une partie. On disait aujourd'hui, dans le cancer du sein, c'est à peu près les 5-8%. Vous savez l'histoire triste de la... Comment ça s'appelle? Angelina Jolie. Ça, c'est un peu ce qui est l'emblème, le symbole de cette époque folle. Puisque si on arrive à s'enlever les 2 seins, puisqu'on a une mutation qui peut déclencher une pathologie, ça c'est puisqu'on subit un conditionnement, ou peut-être, je ne sais pas. Bon, et finalement, ce n'est pas seulement les maladies de la première partie de notre vie qui sont le produit d'une programmation, disons, faussée par quelque chose, puisque par exemple l'Alzheimer, qui est une maladie qui... Alors, j'avais oublié que... Il y a des études aussi qui ont lié l'autisme au stress enfantin, des études épidémiologiques, c'est-à-dire on a vu que les femmes qui vivent aux États-Unis dans les endroits où il y a des hurricanes très fréquents, ils ont avec une fréquence double des modifications épigénétiques d'une certaine partie du cerveau, et ils font avec beaucoup plus de fréquence des maladies du neurodéveloppement et de l'autisme. Bon, et finalement, point de vue, disons, des maladies neurodégénératives, cette étude a scandalisé réellement quand ils ont étudié ça, puisque c'était un groupe d'épidémiologistes et de pédiatres qui sont allés à Mexico City. Ils sont allés à Mexico City, ils ont étudié les chiens. Ils ont vu que les chiens en Mexico City ont le cerveau qui est plein de métaux lourds, et ils ont vu que les chiens de Mexico City ont l'Alzheimer. C'est-à-dire que les métaux lourds dans leur cerveau, dans le lobe frontal et dans l'hippocampus, ont catalysé la déposition de la bêta-amyloïde. À ce point-là, ils ont dit, il y a des gens qui ne veulent... Vous savez l'histoire de l'Évangile, il y avait l'apôtre qui disait « si je ne touche pas, je ne crois pas ». Non ? Alors, finalement, dès que ces gens ont trouvé ce résultat qui était vraiment dramatique, il y a eu tout de suite quelqu'un qui a dit « oui, mais les chiens, ce sont des chiens. Les rats, ce sont des rats. Donc, c'est pas possible de dire chez les hommes, c'est pareil. » Alors, ils ont vu que dans les autopsies des jeunes qui sont morts à Mexico City, qui meurent à Mexico City par des accidents,
à 20 ans, à 25 ans, ils ont déjà les métaux lourds et l'amyloïde déposé, etc. Donc, à ce point-là, on a dû vérifier, et je suis d'accord avec Patrick qui disait, d'après moi, le modèle expérimental, même si c'est triste qu'il faut utiliser des animaux pour ça, c'est nécessaire. Quand c'est nécessaire, on a exposé des singes, des primates, les premiers 3, pas le 4e, des singes en grossesse. On a vu qu'à 7 ans ou à 8 ans, les petits singes faisaient l'Alzheimer quand on exposait leur maman à de ultra-fine particles, à des particules fines d'une ville polluée. Bon, à ce point-là, on a compris que l'Alzheimer, c'est une maladie qui est en partie génétique, en grande partie épigénétique, en grande partie environnementale, mais les deux choses vont ensemble, comme d'habitude, comme dans toutes les pathologies. Demain, on va parler du cancer, on va dire un peu la même chose. D'après moi, c'est ça, disons, le résumé de tout ça. On parle aujourd'hui de Developmental Origin of Health and Diseases. La grande partie des maladies qui sont en train d'augmenter dans le monde, ce sont le résultat d'une mauvaise programmation de notre ADN. Sur cette mauvaise programmation, on a des tas d'autres facteurs qui peuvent changer la symptomatologie, etc. Mais si on ne fait pas assez vite, on risque d'avoir un tsunami des maladies chroniques et des maladies des néoplasies et tout ça. Donc, je crois, et je suis d'accord absolument avec Patrick, la grande partie des marques épigénétiques sont réversibles. Donc, primary prevention, c'est la seule solution qu'on a. Et finalement, vous comprenez pourquoi j'avais commencé avec cette slide. Il faudrait que nos amis oncologistes, les cancérologues et oncologues, et les généticiens et tout ça, ils nous écoutent un peu. L'épigénome, ce n'est pas une partie du génome, c'est autre chose. Et c'est quelque chose de vivant, d'une certaine façon. C'est quelque chose qui peut réagir, qui peut changer et qui change notre phénotype jour par jour et minute par minute, et surtout dans les premières phases de la vie. Et la médecine doit changer par conséquent. Et demain, si on parle du cancer, je crois que vraiment on va voir un schéma, un modèle qui est complètement différent. Et j'espère que Dominique va se convaincre.